Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Pan-African News de ce mardi 20 février 2024. À la une de l'actualité, présidence de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre kenyan Ahmed Raila Odinga veut détrôner le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Il a exprimé sa volonté de vouloir prendre le règne de cette institution panafricaine lors d'une conférence de presse tenue à Nairobi. Économie nigériane, ça va mal pour Bola Tinubu. Après seulement 9 mois passés à la tête de la République fédérale du Nigeria, le Nigérian traverse actuellement l'une des pires crises économiques de son histoire. Leur cri de détresse à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information en Afrique de l'Ouest, au Mali précisément, et parlons de cette affaire de l'utilisation abusive et inappropriée du nom de l'AES, donc Alliance des États du Sahel, sur les réseaux sociaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Diop, s'est offusqué mardi 20 février 2024 contre des individus qui ont créé des comptes au nom de l'Alliance des États du Sahel et diffusent des fausses informations. Plus de détails avec Abdoulaye Rahman. Ça n'aura que trop duré pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop. Dans un message posté sur Twitter, il s'indigne fermement contre les personnes qui ont malencontreusement ouvert des comptes au nom de l'Alliance des États du Sahel, qui comprend notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour y diffuser des informations douteuses de nature à porter atteinte à la sincérité et à la sérénité de ces États dans leur processus de lutte pour la souveraineté totale et de réflexion des stratégies de développement. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali constate avec vive préoccupation l'utilisation pernicieuse ou abusive du nom Alliance des États du Sahel ou AES dans les comptes ou noms d'utilisateurs dans les réseaux sociaux, surtout dans le réseau Twitter, pour diffuser des informations attribuées à cette alliance ou à ses pays membres, entretenant ainsi la suspicion ou la confusion. S'est indigné le chef de la diplomatie malienne. En effet, au lendemain de l'annonce de ces pays du Sahel de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ces différents comptes ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Et, avec l'euphorie et l'empathie des Africains, les abonnements se sont multipliés au fil des jours, tant sur Facebook que sur X. Ces pages ou comptes diffusent au quotidien des informations relatives à l'actualité de ces 3 pays amis et frères du Sahel. Si pour nombre de personnes et de sympathisants de cette alliance, il s'agissait d'une unité de communication de l'AES, le ministère informe l'opinion nationale et internationale que l'Alliance des États du Sahel ne dispose à présent d'aucun compte sur les réseaux sociaux. Il rajoute d'ailleurs que sa communication est, de nos jours, assurée par des canaux officiels internes des États membres. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale saisit cette occasion pour mettre à nouveau en garde les personnes qui se livrent à cette pratique d'usurpation et de désinformation, de les cesser immédiatement et de fermer les comptes inappropriés ouverts au risque de s'exposer à la rigueur des textes en vigueur en la matière. Restons au Sahel. Parlons cette fois-ci de l'économie. L'économie burkinabé attire davantage des investisseurs étrangers. Le cas échéant, les investisseurs russes ont jeté leur dévolu sur ce secteur énergétique au pays des hommes intègres. Le pays, donc la Russie justement, est prête à développer ce domaine via des sociétés Just Energy et CCSA. Plus de détails avec Jan Bena. En date du lundi 19 février 2024, le ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, Yakobaza Bregouba, a reçu en audience 2 délégations de manière distincte. L'une de ces délégations était composée des investisseurs qui sont déjà partenaires du pays. Au cours des différents échanges, chaque partie a présenté ses activités au ministre Yakuba. La société Just Energy, spécialisée dans les hydrocarbures et qui est dirigée par Adama Ouattara, a émis le souhait d'investir au pays des hommes intègres et accompagner Ouagadougou dans la diversification de ses sources d'énergie, ainsi que la sécurisation de son approvisionnement en hydrocarbures. D'un autre côté,
La rencontre entre le ministre Gouba et le directeur général de la Société internationale de construction et d'investissement, CCSA, a permis aux parties prenantes de discuter des potentialités de collaboration entre le Burkina Faso et la CCSA dans les deux secteurs d'activité clés de la structure, notamment les domaines des mines et de l'énergie. Pour rappel, cette société est une autre société russe qui est déjà présente au Burkina Faso. Ces deux audiences menées par le ministre de l'Énergie et les investisseurs russes démontrent à suffisance l'intérêt de la Russie à solidifier ses partenariats et sa collaboration avec le pays des hommes intègres. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré aux affaires et la rupture de tout lien avec la France, Ouagadougou attire davantage de nombreux investisseurs étrangers, car le pays dispose d'un important potentiel énergétique et minier. C'est bien l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement s'est engagé à créer un environnement favorable aux investisseurs. Nous le disions en titre, les Nigérians sont confrontés actuellement à l'une des pires crises économiques de leur pays et les habitants d'Ibadan sont descendus massivement dans la rue pour exprimer leur mécontentement contre la malgouvernance et la flambée des prix de denrées alimentaires. D'autres précisions, c'est avec Abdoulaye Rahman. Tout a commencé hier, 19 février, en République fédérale du Nigeria. Première puissance économique d'Afrique, la dévaluation du Naira a déclenché une vague de protestations à travers tout le pays. Selon les dernières statistiques publiées par le gouvernement, le taux d'inflation a atteint un niveau alarmant de 29,9% en janvier, marquant son niveau le plus élevé depuis 1996. Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. Les habitants d'Ibadan, la 3e plus grande ville du Nigeria, ont pris la rue pour exprimer leur frustration face à la dégradation de la situation économique. Les manifestantes ont vivement critiqué la mauvaise gouvernance et ont appelé les autorités à prendre des mesures concrètes pour résoudre la crise. Tout est cher, tout est cher. Il n'y a rien que nous puissions faire facilement au Nigeria. Nous espérons seulement que les choses s'améliorent. Tout de même, nos parents se plaignent, nous aussi, nous nous plaignons. Les gens veulent aller à l'école, mais il n'y a pas d'argent. S'il vous plaît, aidez-nous à supplier le président Bola Tinubu. C'est confié au Létan Zainab, créatrice de Mout. La dévaluation du Naira, la monnaie locale, a légalement contribué à l'aggravation de la situation économique. Le Naira a atteint son niveau le plus bas lundi, ce qui a suscité encore plus de mécontentement parmi la population. Alors que le successeur de Muhammadu Buhari n'a pas encore fait un an à la tête de la République fédérale du Nigeria, il fait face à une crise économique importante. Selon de nombreux analystes, la mauvaise gestion économique et les politiques inappropriées ont conduit à cette crise. Des mesures urgentes sont nécessaires pour stabiliser l'économie et atténuer l'impact sur la vie quotidienne des Nigérians. Le gouvernement a promis de prendre des mesures pour faire face à la situation. Il a annoncé des plans visant à stimuler la production locale, à réduire les importations et à encourager les investissements étrangers. Cependant, les manifestants estiment que ces mesures sont insuffisantes. Avant de clôturer ce balai économique de ce journal, parlons de cette coopération entre l'Union européenne et le gouvernement rwandais qui ont conclu un accord pour favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques, malgré la détérioration des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Dans les 6 prochains mois, l'Union européenne et le Rwanda élaboreront conjointement une feuille de route avec des mesures concrètes pour mettre en œuvre ce partenariat stratégique. Selon Thierry Breton, commissaire au marché intérieur de l'Union européenne, cet accord vise à établir une chaîne de valeur résiliente et durable pour les matières premières couvrant l'extraction, le raffinage, la transformation, le recyclage et le remplacement. Il souligne également la capacité du Rwanda à devenir un centre de création de valeur ajoutée dans le secteur minier. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne qui vise également à réduire les disparités mondiales en matière d'investissement et à favoriser les connexions intelligentes, propres et sûres dans divers secteurs. La stratégie Global Gateway vise à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros
d'investissements publics et privés entre 2021 et 2027 pour renforcer la prospérité et la sécurité de l'Europe et de ses partenaires mondiaux. En République démocratique du Congo, l'opinion attribue cet accord à un sabotage de la part de l'Union européenne, étant donné que cet accord est signé au moment où l'Est de la RDC est agressé par le Rwanda à travers les rebelles du M23. La signature du dit protocole suscite des interrogations quant à la position de l'Union européenne sur la stabilité régionale et son engagement envers les droits de l'homme. D'aucuns craignent que cet accord puisse être interprété comme une approbation tacite des actions du Rwanda dans la région. Et pendant ce temps, le Rwanda a approfondi justement sa coopération militaire avec l'Algérie. Le général Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire d'Algérie, a entamé une visite officielle au Rwanda lundi 19 février, marquant ainsi une étape significative dans les relations bilatérales entre les deux pays en matière de défense. Cette visite d'État fait suite à celle du général Jean Bosco Kazura, ex-chef d'état-major de la force de défense du Rwanda, qui s'était rendu en Algérie en septembre 2022 pour parler justement bilatéraux avec Chanegriha. Ces discussions visent à approfondir la coopération militaire entre les forces armées des deux nations. Le programme du général Chanegriha au Rwanda est chargé et symbolique. Il comprend une visite au mémorial du génocide de Kigali, au musée de la campagne contre le génocide donc à Kigali, au musée de la campagne justement contre le génocide au Parlement et au quartier général RDF. Ces visites seront complétées par des réunions avec les hauts responsables de la défense rwandaise, soulignant l'importance des échanges stratégiques entre les deux pays. Nous voici au Madagascar. Le Madagascar, justement, a relancé les exportations légales d'or depuis la mise en place des mesures plus strictes et de l'établissement d'un guichet unique dédié à l'exportation des matériaux ou des métaux précieux, a annoncé lundi le ministre des Mines Olivier Rakotomalala lors d'une conférence de presse. Plus de précisions avec Fabio Ladombe. L'exportation légale de l'or malgache est officiellement lancée. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Mines, Olivier Erindrenik, le lundi 19 février. Selon ce dernier, 2 kilos d'or sont en cours de transit après avoir suivi la procédure au guichet unique d'exportation désormais pleinement opérationnel. Les 2 kilos d'or ont été soumis à des contrôles de qualité et de traçabilité marqués par un numéro de série unique et une fiche technique avec un code QR pour garantir leur origine et leur destination. L'exportation légale de l'or devrait générer d'importantes devises au pays. Actuellement, le coût de l'or explose. 1 kilo se négocie à plus de 60 000 €. En un an, le coût de l'or a augmenté de plus de 10%. D'après le ministre des Mines, l'État veut maximiser la retombée économique avec un objectif de 15 tonnes d'or exportées par an et professionnaliser les petits exploitants miniers vers un statut semi-industriel. Le rapatriement des fonds des exportations précédentes est désormais une obligation pour les exportateurs, assurant que les devises bénéficient réellement à l'économie nationale. Les exportateurs doivent ainsi respecter les accords établis dans les contrats et le processus est contrôlé par le nouveau système de guichet unique. L'or malgache s'exporte essentiellement vers les marchés comme Dubaï et l'Inde. En rappel, le gouvernement a levé les mesures de suspension de l'exportation de l'or au mois de mars 2023 à la suite de l'adoption d'un décret relatif à un nouveau régime de l'or dans le pays. La suspension remonte en septembre 2020 suite à la découverte de nombreuses irrégularités dans le secteur aurifère, dont le non-rapatriement des devises par les opérateurs, conduisant à des efforts entrepris par les autorités pour assainir la filière. Il a fallu 3 ans pour assainir la filière et relancer les reprises de l'exportation.
Dans la suite du journal, parlons de cette grève de faim en Tunisie. Ghannouchi, le leader d'opposition, rejoint le mouvement. Des politiciens hostiles au gouvernement de Tunis sont en grève depuis peu pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une incarcération injuste. Arrêté en avril dernier dans le cadre d'une campagne de répression des opposants à Kais Saïd, le chef de l'opposition tunisienne, Rached Ghannouchi, a entamé lundi une grève de la faim en prison, rejoignant ainsi les autres. Pour Imet Kemiri, porte-parole de son parti politique, cette grève de la faim entreprise par M. Ghannouchi visait à attirer l'attention sur le sort des prisonniers politiques tunisiens et sur les violations de leur liberté. Bien plus, il a ajouté que la grève visait à exiger un retour de la démocratie dans ce pays d'Afrique du Nord, connu pour les manifestations qui ont donné le coup d'envoi du printemps arabe il y a de cela 13 ans. Parlons à présent de la présidence de l'Union africaine. L'ancien premier ministre kenyan Raila Odinga veut détrôner, comme on l'a dit donc au départ, le Tchadien Moussa Mahamat Faki. Donc il veut succéder au Tchadien pour la commission de l'Union européenne. D'autres précisions, c'est avec Diane Bena. Après avoir été haut représentant de l'UA pour le développement des infrastructures en Afrique entre 2018 et 2023, le Kenyan Raila Odinga a officiellement lancé sa candidature au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Cette annonce est rendue publique à quelques mois de la fin du mandat de Moussa Faki Mahamat, président en exercice de l'organisation continentale. La candidature de l'ancien premier ministre kenyan a été approuvée par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Raila Odinga peut donc compter sur l'appui et l'accompagnement de l'ex-chef de l'État nigérien. Cette fin d'année 2024 marquera la fin du second mandat du Tchadien Moussa Faki à la tête de la Commission de l'Union africaine. À cet effet, la question de sa succession était au cœur des échanges lors du 37e sommet de l'Union africaine et qui a pris fin le 18 février 2024 à Addis Abeba. Par ailleurs, Raila Odinga se dit préoccupé par le phénomène de la fuite des cerveaux. Il a exprimé son mécontentement face au risque que pour les jeunes Africains contraints de chercher des opportunités à l'étranger à cause des conditions économiques difficiles. Face à cette situation, M. Odinga présente une feuille de route qui engage le candidat à un leadership visant à transformer le destin de l'Afrique et faire du continent une puissance économique. Mesdames, Messieurs, parlons sport. Alors que la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se pointe à l'horizon, la FIFA et la CAF, justement, ont trouvé un accord pour que la grande messe du football continental puisse se tenir en été 2025. D'autres précisions, c'est avec Hervé Sanjo. Relayé en matinée ce mardi dans plusieurs médias du Royaume chérifiant, notamment Lux Radio, la FIFA et la Confédération africaine de football ont donné leur accord de principe pour que la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tienne en juillet et en août 2025 au Maroc, a indiqué lundi un responsable de l'instance sportive basée au Caire. En début février, le président de la CAF, Patrick Motsepe, avait refusé de donner une date pour la CAN, repoussée après avoir été initialement prévue en janvier et en février 2025. Sa tenue en été interviendra alors que la Fédération internationale de football association organise son premier grand mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Un responsable du comité en charge des compétitions a affirmé sous le couvert de l'anonymat qu'il y avait un accord de principe entre la CAF et la Fédération marocaine de football pour que la CAN se tienne durant l'été, plus précisément en juillet et en août 2025. Le président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, lors d'une conférence de presse au Palais de la Culture,
à Abidjan le 9 février 2024 lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cet accord a été trouvé sous l'égide de la Fédération internationale de football association après les pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d'Ivoire, a-t-il poursuivi. Les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025, a-t-il conclu. Les deux précédentes CAN ont déjà été décalées, la CAN 2021, 16 juin en janvier et en février 2022 au Cameroun, et la dernière Coupe d'Afrique des Nations en date, toujours officiellement baptisée CAN 2023, avait commencé le 13 janvier en Côte d'Ivoire, avant d'être remportée par le pays hôte il y a une semaine face aux Super Eagles du Nigeria, 2 buts contre 1. Par ailleurs, les qualifications pour la CAN 2025 n'ont toujours pas commencé. Un tour préliminaire est programmé du 18 au 28 mars selon le calendrier de la CAF. Plus loin, en se projetant, la 36e édition de la CAN 2027 doit être organisée dans 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Merci Hervé Sanjo. Mesdames, Messieurs, Pan-African News de ce mardi 20 février, stop F1. Rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.